Les levures, ces champignons microscopiques vivants, transforment naturellement le sucre du raisin en alcool. Ces micro-organismes habitent le lieu. Ils relient la vigne et le vin au lieu. Ils sont au cœur même de l'esprit du vin. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des vignobles, aussi bien en France qu'à l'étranger, on entend le discours « si on ne relevure pas, le vin ne peut pas être bon ». Et on est obligé de constater un désastre agricole de 30 ans qui justifie cette phrase. Si on prend exactement l'antipode, c'est-à-dire si on comprend profondément une appellation contrôlée, la levure est le lien au lieu, c'est elle qui reçoit toutes les informations de l'année, et c'est elle seule qui peut, je dirais, diriger ce qui se passe au cellier en étant parfaitement adaptée aux originalités de l'année. Donc relevurer, c'est un assassinat du vin. Beaucoup de relevurages maintenant sont des levures aromatiques, c'est-à-dire qui amènent arbitrairement dans le vin 350 goûts arbitraires, ce qui est un vol et une supercherie pour le consommateur qui a quand même le droit de savoir si le goût de cassis, de fruits rouges, de poivre vert, de bananes, etc., il y en a 350, qu'il a dans son vin est le produit du lieu ou le produit d'une technologie, puisque la France, l'Europe même, le monde même a permis cette dénaturation à nouveau des appellations contrôlées. Dans le domaine alimentaire, on doit dire goût de vanille lié à tel additif. Eh bien, dans le vin, ça n'est pas une obligation. Pour terminer sur le relevurage, on peut dire qu'il y a deux tiroirs. Le tiroir d'un vin fabriqué, je ne dis pas qu'il ne soit pas bien fabriqué arbitrairement au cellier, où les goûts ne permettent pas de voir si ça vient de l'Australie, des États-Unis ou de l'Europe, et qui peuvent être bons. Et on a des vins, je dirais, qui sont vraiment la musique du lieu, enregistrée par le lieu et transmise par la levure du lieu. Et ça, c'est l'aboutissement, je dirais, de peut-être 8, 10, 15 ans de biodynamie. Ça, c'est là où on touche à une œuvre artistique. C'est vraiment de l'art. L'art d'aider le lieu à être présent dans la bouteille. C'est une espèce d'équilibre magique. Si on reprend l'histoire du vin, quand même, l'évolution a toujours été vers la facilité. Toute la machinerie qu'on a inventée était plutôt dans le cadre de la facilité technique. Quand on a commencé à contrôler à peu près bien les températures, qu'on a trouvé les installations chaud et froid dans les cuviers, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de problèmes d'arrêt de fermentation, avec ou sans levure d'ailleurs. En 1982, par exemple, qui est un de mes millésimes de référence, il n'y avait pas de levure sèche. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu quelques petits problèmes de fin de fermentation compliqués, mais je pense qu'avec les levures, on aurait eu exactement les mêmes problèmes. Donc moi, le levurage, c'est une chose qui ne me... comment dire, là, je dirais qu'intellectuellement, ce n'est pas quelque chose auquel je suis attaché particulièrement. Chez moi, je n'utilise jamais de levure. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a une école que je vais baptiser moi école américaine, qui dit aux vignerons, utilisez cette levure et vous allez obtenir tel et tel et tel goût. Point. Et il y a une école qu'on pourrait surnommer école européenne qui, pour des raisons que j'ignore, est beaucoup plus prudent et qui dit dans sa communication, ça va rehausser les arômes qui se trouvent déjà dans vos vins. Il y a toute une panoplie de machines venues des États-Unis qui peuvent filtrer les arômes, rehausser l'arôme, baisser un arôme. Et le but est évidemment un but marketing. Ça ne sert pas à l'amélioration du vin, ça sert à pouvoir nous dire en 2 ans, ce sera l'année des cerises, après ce sera l'année de la mûre, etc.
Et puis vient le temps des vendanges, plaisir du travail abouti, mais aussi plaisir des sens qui dégustent et savourent dans le vin nouveau qui s'offre l'expression du lieu. Tout ça on laisse. Même pas ça, tout. la petit plat peut-être. Celle-là, on peut. Celle-là éventuellement, voilà. Mais Ouais. le reste c'est un peu. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est pas... Fabuleux. Hein. Non. Au niveau de la sélection de coupes, ça c'est un peu la partie délicate où il faut vraiment bien dire aux coupeurs ce qu'ils doivent prendre ou ne pas prendre. C'est vrai qu'on change d'équipe relativement tous les ans, hein. Ça varie, c'est pas toujours les mêmes personnes qui reviennent, donc tous les ans pendant une matinée, on est vraiment très proche d'eux à leur dire bon, ça tu coupes pas, tout ce qui est bien jaune, doré ou qui commence à tourner sur le chocolat on prend, ce qui est un peu plus clair, plus sur les tons verts on laisse. Le Botrytis cinerea, c'est ce petit filet blanc qu'on a dessus. Et on a un peu moins là parce que la chaleur le détruit. Les gens rajoutent parfois de la gomme arabique, tout ça c'est ridicule, il faut prendre le gras du raisin. La clé c'est toujours pareil, c'est aider la vigne à faire son travail et pas vouloir se substituer au travail de la vigne. C'est l'énorme erreur de l'énologie actuelle, c'est ça. C'est très important d'avoir 3 différentes maturités dans un vin pour avoir plus de complexité. Le dernier passage, il ne faudrait pas 100% de ça, il manquerait quelque chose, mais 20% de ça, ce qu'on aura à peu près avec ce dernier passage, c'est un plus pour le vin. Vendanger en une fois me paraît être une grande incompréhension. Voilà, donc les vins restent ici 12 mois. Fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Le seul travail, je dirais, manuel, c'est le bâtonnage. On travaille uniquement sur nos propres levures du terroir. Et on n'a jamais eu de problème de démarrage de fermentation. Il y a 18 ans, l'ancien maître de chai a pris sa retraite et le nouveau est arrivé, et moi je suis arrivée également. Et on n'avait pas du tout eu l'idée de différencier les parcelles. Donc là, on a en fait une espèce de cartographie qui nous permet d'identifier complètement la parcelle. On sait que c'est le Puligny-Morachet, que le V, ça vient d'une parcelle déterminée, qui nous donne un type de sol qu'on connaît, qui nous donne l'idée du porte-greffe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu faire nos essais biologiques. Chaque fût est une entité à part entière, mais l'élevage était fait de la même façon. Et on pouvait donc goûter des vins d'une même appellation qui provenaient de 2 méthodes de culture différentes. Bonjour. Ici on appelle ça garnacha. La garnacha. C'est le vin que les paysans, quand ils recevaient le facteur qui venait amener une lettre ou un cousin qui venait chercher un outil spécifique, on sortait la bouteille de garnacha et on servait un petit verre. Ça fait 15 degrés d'alcool, c'est pas très fort. La quantité était faible, ce qui fait que ça a changé, comme on peut l'avoir en bouche. Ça donnait une douceur en bouche et donc ça servait un peu à ça. C'était un vin d'apéritif ou un vin de dessert. Mais c'est surtout une tradition qui était inébranlable. Ça s'est perdu avec la floraison du pastis et de tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est un vin qui est absolument incroyable avec des desserts au chocolat, par exemple. C'est très bon pour les amateurs de cigares et pour la rêverie en après-midi ou en soirée. En toute petite quantité, ça amène une douceur dans la bouche qui est assez extraordinaire, et je dirais même que c'est l'essence même du vin. Le vin doux et le vin du songe, de la poésie, du rêve. Ce vin a 20 ans, il n'a jamais eu aucune correction de quelque ordre que ce soit, et aux dernières années, il est absolument impeccable. Ouvrez ça avec de l'eau, elle serait pourrie. Voilà.
Ouais. Donc il a une très belle robe rouge. On est dans le chai à barrique, c'est là que vieillissent les collioures rouges, essentiellement. Après, il y a une autre cave de vieillissement pour les bagnols, mais bon, les bagnols, ça n'a pas besoin d'autant de soins, et ça peut vieillir. Et avant l'appellation collioure, les gens dans la région, ils buvaient des vins très forts, des vins qui faisaient 15-16 degrés, et des vins qui étaient ranciaux, des vins qui étaient levés en barrique en milieu oxydatif. Comme, en fait, c'est les vins qui étaient à la mode depuis l'époque des Romains. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, 15-20 ans en arrière. Les meilleurs vins, c'était les vins oxydés, les vins ranciaux. Depuis 2001, je vinifie tout sans soufre. Et généralement, avant la mise en bouteille, je mets 3 grammes de SO2 pour être plus tranquille, quoi. Mais bon, comme c'est des vins très structurés, des vins très, forts en alcool, qui font 15 degrés, très concentrés, ça se conserve. En principe, il n'y a pas de problème. Collioure rouge 2008. Il est fait essentiellement avec du grenache, puisque le grenache, c'est un cépage qui a tendance à madériser très facilement. Donc pour ce type de vin, c'est très intéressant. Voilà. Et ça fait des sauces extraordinaires. C'est un vin de cuisine, ça fait des sauces vraiment très très bonnes. Pour faire du gibier, des choses comme ça, c'est vraiment excellent. C'est sans pareil. Alors ça peut rester en barrique 15 ans, 20 ans, et plus c'est vieux, meilleur c'est. C'est comme le bagnous. Plus ça vieillit, quand on aime ce type de vin, bien sûr.